Vous êtes présents pour une raison, découvrir les leurs. Dans ce podcast, revenons ensemble sur ce qui a motivé ces êtres à passer à l'acte, à commettre l'irréparable, à rencontrer la mort sans pour autant que ce soit la leur. Revenons sur les faits, tels que nous les voyons. Revenons sur les faits, tels qu'ils les ont vécus. Alors, asseyez-vous, laissez-vous porter vers la rencontre de ces hommes et ces femmes, qui pourraient être vous, qui pourraient être moi. Méfiez-vous de ceux qui vous entourent, car un jour, eux aussi, pourraient à leur tour être le sujet de C'est-à-dire. Je suis Monsieur Pantin, et vous écoutez C'est-à-dire. Ce soir, découvrons ensemble l'histoire de Christine Osier. Le 12 janvier 2000. Le temps est aussi maussade que l'humeur de la famille Osier. Frères et sœurs se trouvent dans la maison de leurs parents. La bâtisse, qui était autrefois pleine de vie, fait maintenant écho aux sanglots de Marie la cadette. Sur les murs, seules les photos et les dessins gribouillés lorsque Louis était enfant témoignent d'une époque d'allégresse. Il n'y a plus la candeur d'adolescent, les premiers amours et les premiers chagrins. Les enfants ont bien grandi et sont adultes maintenant. La mère Osier est décédée en juin 99. La maladie l'a emportée alors qu'elle était hospitalisée depuis plusieurs mois. Quelques mois plus tard, entre Noël et la nouvelle année, c'est son époux qui l'a rejoint, s'éteignant seul dans la maison familiale. C'est pour cette raison que les enfants Osier sont réunis aujourd'hui. Et quelle surprise, alors qu'ils ne se sont pas vus depuis de nombreuses années. Il faut dire que les enfants Osier ne sont pas en bons termes. Leurs parents ont bien essayé de les réunir sans succès. Force est de constater que le seul jour où les enfants acceptent d'être réunis dans un même lieu est pour se répartir l'héritage de leurs parents. Triste victoire pour monsieur et madame Osier. Voilà donc Marie, Christine et Louis naviguant lentement dans les différentes pièces de la demeure. Un premier accord silencieux a été passé. Chacun récupère ce qui se trouve dans sa chambre d'adolescent. Le plus dur reste à faire alors qu'il faut se répartir les biens des autres pièces et plus important encore, la maison. Chacun y va de son argumentaire pour prouver qu'il est plus légitime que l'autre pour récupérer la bâtisse. Marie insiste, étant la cadette, qu'elle est la préférée de leurs parents. Louis, de son côté, demande remboursement pour avoir amené son père voir son épouse à l'hôpital durant de longs mois. Christine, quant à elle, n'a pas d'argument particulier, si ce n'est le fait d'être l'aînée. Seulement, Christine n'a pas besoin de défendre son cas. Elle a déjà trouvé le moyen de récupérer la maison. Elle sort donc fumer tranquillement, pendant que son frère et sa sœur font leur plaidoyer. Marie et Louis sont tellement dans leur affaire qu'ils ne se rendent pas compte que Christine est sortie depuis plusieurs minutes maintenant. Ils n'entendent pas non plus la porte d'entrée se fermer à double tour. C'est seulement lorsqu'ils sentiront l'odeur de fumée qu'ils seront alertés. Il est pourtant déjà trop tard. Christine a pris soin de commencer l'incendie dans la cuisine où la bouteille de gaz est encore présente. Frères et sœurs sont pris au piège. L'aîné a gagné. Christine attendra de ne plus entendre les cris de Marie et Louis avant de finalement appeler les secours. Chers auditeurs, ce que vous venez d'entendre, c'est le destin tragique qu'a connu la famille Osier. L'histoire a d'abord fait parler d'elle à petite échelle. Le journal local parlait de l'incendie de la demeure Osier comme un nouveau malheur qui s'abattait sur le village. Il faut dire que les parents Osier étaient appréciés. Perdre leur maison revenait à les perdre une nouvelle fois pour nombre de leurs proches. Le frère et la sœur Osier ont été hospitalisés rapidement après avoir été découverts par les pompiers. Tous deux dans un état grave, les médecins ne se montraient pas positifs quant à la survie de ceux-ci. Le cœur de Christine battait la chamade.
Plus que quelques heures, et elle pourrait enfin recevoir l'héritage tant attendu. Tant pis pour la demeure. Christine se contenterait de l'argent de l'assurance. Plus encore, les villageois s'étaient réunis pour créer une cagnotte en soutien à la famille. Les dons affluaient de tous les côtés. Chacun y mettait de sa poche pour soutenir la pauvre famille dans ce moment difficile. On apportait à Christine des plats chauds à l'hôpital pour ne pas qu'elle quitte le chevet de ses frères et sœurs. De nombreux messages affluaient pour lui apporter du réconfort. C'est alors que dans la nuit du 12 au 13, Louis s'est éteint. N'ayant ni épouse ni enfant, la seule personne présente et apte à recevoir l'héritage de Louis était Christine. Son plan fonctionnait à merveille. Il fonctionnait même mieux qu'elle ne l'avait voulu. Elle se retrouvait désormais avec l'héritage de ses parents et de son frère. Elle s'imaginait déjà prendre de longues vacances dans le sud pour se féliciter du travail accompli. Avec la mort du frère, de nombreux articles furent écrits. Le drame était désormais désigné comme la malédiction des Ozzy. On ne pouvait acheter la presse ou regarder les informations sans que l'on parle de cette affaire. Les dons ne s'arrêtaient pas. Ce coup-ci, ils provenaient des 4 coins de la France, triplant la somme cumulée jusque-là. Christine, extérieurement détruite, nageait intérieurement dans le bonheur, alors qu'elle voyait les chiffres de la cagnotte monter lentement. La malédiction avait plutôt l'allure d'une bénédiction. Pourtant, s'il y a bien une leçon que Christine aurait dû retenir de ses parents, c'est qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. Une ombre se tenait toujours au tableau. Marie n'était pas morte. 2 jours plus tard, le miracle se produit. La sœur était réveillée. Malgré ses inhalations de fumée et les brûlures présentes sur son corps, elle allait pouvoir être interrogée pour essayer de comprendre ce qui avait provoqué l'incendie. Christine se mordait les doigts. Sa sœur vivante, l'héritage était compromis. Pire encore, et si Marie se doutait de quelque chose? Si elle se souvenait de ce qui s'était passé? Si elle avait vu Christine de l'autre côté de la fenêtre, ne remuant pas le petit doigt pour les secourir? Le sort était joué. Christine allait devoir attendre en espérant que sa sœur ne se souvienne de rien. Sachez, cher auditeur, que le vilain dans nos histoires est toujours puni. Christine n'échappe d'ailleurs pas à la règle. Lorsque Marie a donné sa version des faits aux enquêteurs, ils ont rapidement pu faire le lien avec les indices trouvés sur place. Il n'a fallu que peu de temps avant que Christine soit interpellée. Qu'est devenu l'héritage qu'elle voulait tant? Il est entièrement revenu à sa sœur. Les dons, quant à eux, ont également été reversés à Marie pour la soutenir dans ses soins. Plus encore, lorsque la conclusion de l'affaire a été médiatisée, la cagnotte a connu son pic en matière de dons. Tous voulaient montrer leur soutien à la véritable victime des lieux. Les Français se sentaient trahis et manipulés par Christine. Mais comment avait-elle pu faire ça? Une femme pouvait-elle être tellement avide d'argent qu'elle en sacrifierait sa propre famille? Les liens du sang n'étaient-ils pas plus puissants que ceux qui nous portent vers l'argent? En commettant l'acte criminel, Christine s'est jouée de la morale et de l'association souvent faite entre le sang et l'honneur. L'ensemble des fondements, amour et confiance associés à la famille ont été détruits. Mais un crime juridiquement inacceptable peut-il être moralement puni? Christine subit-elle aujourd'hui le poids des remords? Et qu'en est-il de Marie? Est-il possible de pardonner un tel acte? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, c'est-à-dire à décider d'interroger la principale intéressée. Voici donc, en exclusivité, une interview avec Madame Ozzy. Bonjour Madame Ozzy. Pourriez-vous d'abord revenir sur votre enfance? Mon enfance a été celle que de nombreuses petites filles peuvent rêver d'avoir. Des parents aimants et des frères et sœurs avec qui faire de nombreuses bêtises. Nous vivions en campagne dans une maison avec un grand jardin et nous avions chacun notre chambre, ce qui est rare pour une famille avec 3 enfants.
Nos parents nous avaient inscrits dans différents clubs. Louis faisait de la lutte, Marie faisait de la danse et moi de l'équitation. Nous avions de nombreux amis et étions appréciés du village. Chaque fois que nous passions dans les rues, on nous appelait pour nous offrir des friandises ou des viennoiseries. Votre enfance semblait donc heureuse. Vous deviez être une petite fille comblée, couverte d'amour par votre famille et ceux qui vous entourent. Comment ce décor idyllique a-t-il basculé? Vous connaissez l'histoire de Barbe Bleue? Tous les contes de fées ont un revers de la médaille. Nous paraissions riches et heureux, mais il y a des secrets qui ne doivent pas être révélés pour garder cette image. Dans notre cas, il s'agissait des différents adultères de notre père et des crises dépressives de notre mère. Nous étions seulement parfaits en apparence, mais cela suffisait amplement à nos parents. Il ne fallait rien révéler, ne pas dire ou faire quoi que ce soit qui exposerait la vérité au monde extérieur. Je vous parlais de parents aimants tout à l'heure, mais ils étaient aveugles, persuadés que nous couvrir de présents était faire preuve d'amour. Un amour et un bonheur qui n'étaient donc que façade. Cependant, j'ai du mal à faire le lien. Pourquoi vous en être pris à vos frères et sœurs? Ils étaient sur le point de devenir un obstacle à mon bonheur. N'avais-je pas le droit d'être réellement heureuse? Je le méritais après tout, je suis l'aînée. J'ai pris soin d'eux pendant de nombreuses années, j'ai été présente quand notre mère refusait de se lever du lit. Je suis allée les chercher à l'école quand notre père était dans les bras d'une énième femme. L'héritage était donc pour vous une forme de paiement, une récompense pour les années où vous leur avez rendu service. C'est évident. Ils ont une dette à me payer. Les liens du sang ne sont pas ce qui justifie ce service. Je n'ai pas choisi la naissance de Marie et Louis, je n'ai pas non plus choisi de m'occuper d'eux. L'amour dont vous nous parliez précédemment était donc matériel. Pensez-vous que cela ait influencé votre attachement à l'argent de l'héritage? Vous n'êtes pas le premier à faire cette supposition. J'ai entendu la même chose à mon procès. Je ne pense pas cependant qu'il y ait besoin de parler d'influence dans quelque chose qui m'est légitime. Bien. Revenons plutôt au 12 janvier 2000. Que s'est-il passé? Ce jour-là, nous devions nous répartir l'héritage laissé par nos parents. Nous nous sommes longuement disputés par le biais de nos avocats sur qui devait récupérer les différents biens. La discussion des professionnels n'ayant pas abouti, nous devions prendre les choses en main. Nous allions régler en famille ce désaccord. Vous étiez très attaché à cet héritage. Avec quel état d'esprit vous êtes-vous présenté sur les lieux? J'étais dans une rage extrême. Ils me faisaient perdre du temps, comme si celui que je leur avais accordé dans l'enfance n'était pas suffisant. J'étais affamé et en avait après mon bien. Votre acte était-il la conséquence de cette rage extrême? Avez-vous été prise d'une folie si puissante que vous avez commis l'irréparable? Ou avez-vous prémédité votre acte? Peut-être était-ce alors le résultat d'une longue réflexion. La veille au soir, j'ai passé de longues heures à réfléchir. Au départ, je cherchais simplement comment convaincre mon frère et ma sœur. La discussion n'avait déjà pas fonctionné, il faut croire qu'être obstiné de famille. Alors dans la nuit, j'ai eu une idée totalement folle. Une idée à laquelle je n'osais même pas penser à voix haute. Une de ces pensées intrusives dont on a honte. Si Marie et Louis n'étaient pas prêts à me donner l'héritage, je n'avais qu'à le leur prendre de force. Ne pas leur laisser le choix et l'occasion de répliquer. Seulement, je devais agir vite. Vous deviez vous voir le lendemain. Alors j'ai cherché le moyen le plus efficace. Je ne possédais pas d'arme à feu et ne savais pas de toute façon m'en servir. Acheter une arme le jour même aurait été trop évident, trop risqué. J'ai pensé aux armes blanches, contrairement aux pistolets, des couteaux j'en avais plein les placards. Je me suis donc levée, j'ai vidé les tiroirs de ma cuisine et j'ai contemplé chaque lame. Nombreuses étaient de parfaites candidates. Aiguisée et fine, elle ferait suffisamment de dégâts si je visais la jugulaire. Seulement, l'usage d'armes blanches était trop salissant. Je ne pouvais pas me permettre de reprendre la voiture en étant tachée de sang. Et si je croisais un proche de mes parents... Après tout, dans un village, les nouvelles vont vite. Tout le monde aurait été au courant et il n'aurait pas fallu bien longtemps pour remonter ma piste. Alors, si vous ne pouviez obtenir une arme ou vous salir avec un couteau, vous avez choisi la dernière solution. La dernière option était la plus visible, la plus évidente. Je ne pourrais passer inaperçue. C'était totalement fou. Tout le monde allait parler de moi. Mais après tout, vous connaissez l'expression. Plus c'est gros, plus ça passe. Si je ne pouvais commettre mon crime discrètement, je devais le faire au grand jour. Sous les projecteurs, l'auditoire serait trop aveuglé pour voir le subterfuge. Alors, vous avez décidé d'incendier la demeure familiale. Si vous ne pouviez pas la voir, personne ne l'aurait. Mieux encore, j'allais trouver le moyen de m'enrichir facilement et d'être couverte de la pitié du public. Vous avez bien vu, ils se sont tous jetés pour m'offrir leur soutien. Plein de bonnes âmes prêtes à porter secours. Comment avez-vous réussi à vous éloigner de vos frères et sœurs? C'était facile. Ils étaient trop simples, trop pris dans leurs petites disputes. Ils n'étaient pas comme moi, ils n'ont pas vu suffisamment grand. Quand l'occasion s'est présentée, je me suis éclipsée. Ils ne se sont même pas rendus compte de mon départ. Il ne faut pas longtemps à un feu pour prendre de l'ampleur, d'autant plus quand il se trouve dans une cuisine contenant une bouteille de gaz.
J'ai seulement eu le temps de fermer la porte à clé et d'allumer ma cigarette avant d'entendre les cris de Marie et Louis. Une fois ma cigarette terminée, j'ai appelé les pompiers en hurlant et en les suppliant de sauver mes pauvres frères et sœurs. Ce que vous n'aviez pas prévu, c'est que votre sœur s'en sorte. Il a fallu qu'elle survive. Cette petite sotte ne pouvait même pas mourir comme tout le monde. On l'a appelée une miraculée. Le miracle est pour moi un enfer. Vous ne regrettez donc pas votre acte? Votre frère est décédé, et votre sœur aura des séquelles à vie. C'est le prix qu'elle doit payer pour avoir détruit mon rêve. Le petit prince s'est transformé en cendre, la princesse est une souillon, et moi je suis devenue la vilaine sœur punie pour ses actes. Finalement, notre vie était vraiment un mauvais conte de fées. Comme vous pouvez le voir, chers auditeurs, pour certains, les liens du sang n'ont aucun poids face à l'ego et l'avarice. Si Christine Osier pensait vivre un conte de fées, il ne s'agit clairement pas de ceux des dessins animés dont nous sommes habitués aujourd'hui. Sa vie se rapproche bien plus de l'histoire originale, pleine de vérité et souvent douloureuse. Car si Christine Osier est bien aujourd'hui en prison, condamnée à vivre et à mourir dans une tour sans prince pour venir la sauver, sa sœur, elle, est aussi punie. Elle est laissée meurtrie, sans famille sur laquelle s'accrocher, alors que son seul crime était d'être une enfant trop naïve. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à consulter notre site web C'est-à-dire pour en découvrir plus sur cette affaire et échanger avec nous. Rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de C'est-à-dire.